Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. On va parler très très largement de commerce, le commerce, toujours le commerce, mais alors sous ses formes les plus modernes. Vous allez voir, on va démarrer avec le commerce de la chaussure, avec Spartoo, avec Boris Saragalia. Donc on démarre avec Boris Saragalia. Bonjour. Boris. Ravi de te voir depuis un moment d'ailleurs. Mais t'es à Grenoble, Boris. Exactement. Voilà. Et puis il y a le business. Exactement. Et puis il y a la tempête qui s'est levée quand même pendant le Covid. Alors, donc je reprends 2006, Spartoo. À un moment, pourquoi j'ai rencontré Boris Saragalia la première fois, c'est qu'il en pouvait plus qu'on ne parle que de Sarenza. C'est ça. Souviens, Boris ? Exactement, tout à fait. Sarenza était très médiatique, on les entend un peu moins parler maintenant. Mais il disait mais arrêtez, il envoyait des mails et tout, mais arrêtez, il gagne pas d'argent, c'est pas possible, machin, etc. Et tout. Cela dit, t'en gagnais pas non plus, toi, Spartoo. J'en gagnais pas beaucoup, mais j'en perdais moins que lui. Mais il y a quand même une histoire de croissance dans le déficit financé par... Alors on n'appelait pas ça des levées de fonds d'ailleurs à ce moment-là. C'était des investisseurs. Oui, des investisseurs. Les tailles de capital levées il y a 10 ans, c'était 10 fois moins importantes que les tailles de capitaux qui sont levées actuellement. Ça c'est clair. Il y a un gros changement, on va dire ces 5, 6, 7 dernières années, avec l'afflux d'injections d'argent un peu partout et des rendements qui baissaient et tout arrivé dans le capital risque et le capital développement qui était une branche de l'investissement qui était très peu présent en Europe et qui là s'accélère depuis 3-4 ans. Est-ce que tu en profites toi de cette accélération ? C'est-à-dire, est-ce que Spartoo est en train d'accélérer justement parce que longue expérience et tu peux aujourd'hui amener des résultats solides à des investisseurs potentiels ? Nous on a fait le pari, on a eu 2 grandes phases. On a eu une phase de grosse accélération peu profitable et après une phase depuis 5-6 ans où on a fait qu'augmenter nos profits pour ramener du cash pour pouvoir aller sur des projets comme André, pour pouvoir continuer à nous développer sereinement. Et c'est vrai que je préfère cette partie-là du développement, un développement beaucoup plus robuste, qui génère de la trésorerie, qui permet après de faire des acquisitions, qui permet de nous accélérer sur certains pans d'activité où on n'aurait pas pu peut-être y aller. Tu donnes ton chiffre d'affaires ou tu donnes pas ton chiffre d'affaires ? 190 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a été bien profitable l'année dernière grâce aux 4 derniers mois de l'année dernière, c'est-à-dire 2020. On a eu une année en 2 temps. On va en reparler. Tu as eu une année dans... Donc, 2018, c'est ça ? 2018, tu rachètes André, donc la marque quand même iconique de la chaussure, à Vivart. En pleine décomposition, d'ailleurs c'est pas tout à fait fini la décomposition du groupe Vivart ou Vivarté. Finalement, donc tout ça s'est terminé à la barre du tribunal de commerce il y a combien de temps le 5 août. Le 5 août, donc il y a 6-7 mois. Donc c'est le Covid qui a tué André ou c'est Spartoo qui a tué André ? Alors, la marque André avait déjà des difficultés historiquement quand on est rentré dans cette affaire. André perdait plus de 15 millions d'euros par an, et on est arrivé là avec un projet que je crois 15 millions d'euros de pertes sur quel chiffre d'affaires ? Par an, sur une centaine de millions. Ouais. Voilà. L'idée c'était, et je crois toujours à cette stratégie-là, la combinaison d'activités fortes online et de marques qui se développent dans le physique aussi. Et quand on a pris André, on a fait un chantier terrible pendant 12 mois. De juillet 2018 à juillet 2019, on a travaillé énormément avec les équipes d'André et les équipes de Spartoo pour repositionner la marque sur son cœur de clientèle qui était la famille accessible. Donc on a réduit les prix, on a enlevé toutes les centrales d'achat, on a fait ce qu'on appelle les carve-out, c'est-à-dire on a isolé la finance, isolé la paye qu'on a repris en interne, on a rénové les magasins, on a ramené le sport, on a ramené l'enfant, on a ramené le web. C'est-à-dire t'as écarté les centrales d'achat, c'est devenu Spartoo en fait la centrale d'achat. Au lieu dans les grands groupes industriels comme ça, il y a des sociétés intermédiaires qui font de la marge pour rien. Donc là on est retourné dans les usines, on s'est rapproché des usines, on est redescendu dans le terrain en direct pour gagner en marge et on a pu baisser les prix de revient de 15 à 20%. J'ai remis les prix d'achat au niveau de 2010. Voilà. Simplement, quand vous baissez les prix de vente de 15% pour retourner sur la clientèle accessible à CSP moyenne, le chiffre d'affaires il baisse. Et en septembre-octobre, il y a eu aussi l'arrivée des Gilets jaunes le samedi qui nous a fait quand même beaucoup de mal. Et André a un très très beau réseau sur Paris. Et donc du coup on a souffert. Les trafics étaient baissiers, les prix de vente que j'avais fait baisser, je perdais en chiffre d'affaires. Même si on a fait énormément pour améliorer la productivité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires par heure travaillée, on n'a pas réussi. Et à partir d'août, on a vu les fruits du travail payés. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Des croissances organiques positives. Donc là, on est février 2020, c'est ça, février 2020, juste avant le confinement. Exactement. Avant le confinement. Exactement. Et en fait, nous, on a des activités en Chine
et des activités partout en Europe. Et en Chine, on avait vu même sur Internet, dès début janvier, ça coupait. Donc on s'est dit, oulala, même sur Internet, on sent une tension et c'est cette pression psychologique au niveau du commerce qui fait qu'on consomme moins. Mais bien sûr. Janvier, on a commencé à avoir des tensions sur l'Italie qui commençaient à, zone par zone, à fermer. Et début mars, on a senti une petite tension. On a commencé à discuter avec des administrateurs judiciaires, avec des conseils pour savoir ce qu'on allait mettre en place. Et le 15 mars, le confinement. Et là, je suis allé chercher des emprunts, j'ai essayé de tout ça, machin et tout. Ça n'a pas fonctionné pour André. Pour Spartoo, j'ai pu avoir les PGE. T'as pas eu de PGE pour André ? Non. Parce que le truc était déjà structurellement déficitaire ? Sur un plan légal, j'y avais droit. Voilà. Après, j'ai essayé de demander à la BPI par exemple, j'ai pas eu les prêts et bon voilà. Après donc du coup j'ai dû déposer le bilan le 31 mars. Mais quoi, à la limite, qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Tu t'es pas battu plus que ça non plus pour l'avoir parce que tu savais qu'avec une dette en plus, André allait déjà mal. On s'est battu. On a demandé au tribunal de commerce une semaine de plus et on remercie les tribunaux parce que c'était compliqué à ce moment-là. Quand il y a eu le confinement, de tenir les tribunaux ouverts, c'était pas facile. Les tribunaux à un moment donné voulaient fermer. Moi c'était no man's land à ce moment-là. Donc le président nous a laissé une semaine. Mais j'ai eu un refus. Donc à un moment donné, je perdais 400 000 euros par jour. Donc on reste une ETI taille moyenne. Donc 400 000 euros de chiffre d'affaires par jour. 400 000 sur 15 jours, puisqu'il y avait 15 jours de confinement, ça fait pas mal d'argent. Hein. Voilà. Et plus je voyais que j'avais ce qui est très dur. L'État a fait beaucoup sur la partie compte de résultats avec le chômage partiel, etc. Mais vous aviez tous les fournisseurs à payer. Bien sûr. Donc tous les stocks. Plus un certain nombre de loyers, j'imagine. Et plus les loyers. Voilà. Plus les loyers. Où là, les bailleurs, à ce moment-là, ne jouaient pas le jeu. Mais puis les bailleurs, enfin bon, bref, c'est un autre débat. Mais eux aussi, ils sont dans des situations parfois difficiles. Hein. Pas facile, mais ils ont servi beaucoup de dividendes. Donc ils auraient peut-être gardé un petit peu plus d'argent. Un petit peu. Bref. Un petit peu. Mais en tout cas, ils n'ont pas fait plus d'efforts ou moins d'efforts que les autres. Mais en tout cas, voilà. On n'a pas réussi à se mettre d'accord avec eux. Et on a eu une procédure. Du coup, on a déposé le bilan 31 mars. Et puis on a eu une procédure avril, mai, juin qui était pas facile. Je remercie les administrateurs judiciaires, les tribunaux aussi, parce que c'est pas facile de. Mais juin, t'as pas eu cette espèce de rebond là. T'as eu cette espèce de rebond que tout le monde a eu. Il y a eu un rebond, mais croyez-moi, quand vous êtes en redressement judiciaire, la confiance des partenaires autour, c'est difficile. La confiance des salariés, c'est pas facile. Alors c'est ça, c'est très important. Non, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'en fait, tes fournisseurs, ils te livrent au compte-gouttes et il faut que tu payes au cul du camion. Exactement. Donc ça, c'est vraiment. Dès qu'un de tes vendeurs a une opportunité, il file. C'est vraiment difficile. Et il faut comprendre un truc, ce qui est à la sortie du confinement, il y a des secteurs qui sont très fortement développés, il y en a d'autres moins. L'univers du jouet, l'univers de la déco d'intérieur, l'univers de tout ce qui est bricolage a très très bien fonctionné pendant le confinement. Néanmoins, l'univers de la chaussure, n'ayant pas d'usure, n'ayant pas tout cela, c'est pas le secteur qui est reparti le vent en poupe arrivant en juin. Est-ce que, alors, tu dis la stratégie elle est toujours bonne. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, Boris, c'est que si un gars était capable de digitaliser le commerce, c'est toi quand même. Et si tu n'y arrives pas, tu te dis, alors ce segment-là bien particulier, habillement, chaussures, etc., ça va peut-être être compliqué. Alors, on a eu quand même depuis 2-3 ans quelques vents dans le dos, quelques vents frontal dans le commerce globalement. Parce qu'entre les gilets jaunes, les retraites, le Covid, c'est vrai. Je pense qu'il faut voir ça avec un peu plus de recul. C'est une parenthèse de vie qui est pas facile à vivre pour tout le monde, ce climat social et puis après ce climat maintenant anxiogène lié au Covid, c'est pas facile. Mais je pense que sur le très long terme, il n'y a aucune raison que ce modèle économique ne fonctionne pas et mieux que les autres. S'ils sont traités séparément. Donc non, je crois beaucoup à ça. Après, je pense que là, on n'a pas eu la bonne fenêtre à mon sens, mais on y croit toujours et on ira. Non, mais c'est vrai que j'avais pas pris la mesure. Tiens, c'est la patronne de Pomme d'Api. Je sais pas si tu connais cette marque, assez formidable. Tiens, il faudra qu'on la réinvite d'ailleurs, savoir où est-ce qu'elle en est. Qui disait qu'elle avait l'impression d'être face à un rocher avec les vagues qu'elle prenait dans la tête, les unes derrière les autres, comme tu dis, les grèves, les gilets jaunes. Et à chaque fois, c'est un peu de ton bilan qui s'affaiblit. Et c'était les samedis. Et il faut comprendre que dans le commerce, sur 5 jours, vous faites de l'argent le mercredi et le samedi. Et un peu plus le samedi que le mercredi. Donc tous les jours de la semaine, vous ouvrez finalement pour faire le business du samedi. Donc quand le samedi vous pouvez pas, parce qu'il y a des mouvements sociaux, c'est très compliqué. Et que vous avez une pression sur le loyer qui reste. Et vous avez quand même des gens à payer aussi. Donc vous avez toute la structure de précis à payer. Voilà. Alors, tu continues à penser que, c'est-à-dire, Spartoo, un jour va retourner essayer de monter un réseau de boutiques ou racheter un réseau de boutiques ou travailler avec des indépendants ou travailler avec des indépendants. Et c'est ce qu'on fait. Donc on a racheté des marques récemment dans le haut de gamme, dans l'enfant, à la barre du tribunal, qui sont repartis en croissance en 2020.
Donc comme quoi même des entreprises qui sont parties au dépôt de bilan peuvent redémarrer. Et ça c'est très très bien. Petite alors celle-là. Ouais, c'est des marques 4, 5, 6 millions d'euros. GBB, Little Marie et Easy Peasy. Ce sont 3 marques enfants haut de gamme. Et là, on va aider les indépendants. On va leur vendre ces produits. On leur fait des modèles économiques quasiment en déploiement. Alors, c'est des marques qui elles-mêmes existaient sur le marché, mais franchissent des indépendants alors, et qui sont déjà présents dans des indépendants et qu'on développe. D'accord. Donc on va faire du porte-à-porte. On a des commerciaux qui se baladent en France pour leur vendre des nouveaux produits. Et là, on a depuis 5 ans développé énormément la marketplace pour les magasins. Sur 700 partenaires, on a 250 magasins. Donc des petits indépendants qui font du chiffre d'affaires 50 000, 100 000 en moyenne. 700 partenaires. Donc tu as la marketplace, à côté de Spartoo, la marketplace. Voilà, exactement. 700 partenaires, 250 magasins en France. Ah oui, c'est ça. Donc ça veut dire que c'est des gars qui ont 2-3 magasins maxi. Et qui ont des magasins et qui vendent des produits chez nous. Et on fait 100 à 150 000 euros de chiffre d'affaires par an. Il y en a qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Or qu'un magasin moyen fait 300 000 euros. Hein. D'accord. Donc on fait ça, et là on vient de lancer ce mois-ci notre logiciel de caisse pour numériser complètement leur activité. Donc c'est un logiciel de caisse qui permet qui permet de faire le stock, gestion des stocks en magasin, bien entendu, mais qui permet de vendre sur toutes les marketplaces, la nôtre, mais Amazon, mais La Redoute, mais toutes les marketplaces, qui permet de les transformer en points relais et qui permet d'utiliser notre centrale d'achat. Et on est en plein dans la numérisation des indépendants. Aujourd'hui, le monde des indépendants est quand même un monde à moderniser sur le plan du digital. Et on veut les aider. Et donc là, on lance en février, début mars, notre logiciel de caisse. Et on capitalise sur tout ce qu'on a fait avec André, sur tout ce qu'on a pu faire avant avec nos magasins, puisqu'on a quand même nos magasins. Mais ton logiciel de caisse, c'est toi qui l'as mis au point ? Nous, on développe tout nous-mêmes. Tu développes tout toi-même ? Tout nous-mêmes depuis 15 ans. Donc les logiciels de caisse, les WMS, le web, le CRM, les technologies de caching. Il y a Miracle qui va venir là. T'as pas envie de leur dire je vais lui poser la question parce que figure-toi que t'es pas le premier à me le dire. Il y a un autre entrepreneur assez dingue comme toi, le fondateur de Vroomly, je sais pas si tu connais, qui digitalise les garages. C'est intéressant ça. Mais pourquoi j'irais chercher un spécialiste de la marketplace ? Je l'ai écrit moi-même. Non, on n'en a pas besoin et tout. Donc voilà, elle va venir nous dire pourquoi on a besoin d'un expert. Oui, d'accord. Et donc ça en fait, c'est la bonne formule parce que tu te charges pas de coûts de structure qui derrière peuvent se retourner contre toi. Je veux allier les deux forces. L'indépendance, c'est les meilleurs pour opérer le commerce. Ils ont le sens des euros, ils ont le sens de l'engagement, ils ont le sens de leur client quand même peut-être un jour un peu il faut du client, tout à fait. Et nous on leur apporte toute la paix technologique et digitale qu'ils n'ont peut-être un peu moins que nous. Et en alliant nos deux forces, leur savoir-faire du commerce, le client, la sensibilité aux euros, la sensibilité du produit, et nous on va leur apporter la fluidification pour pouvoir les aider à vendre sur Internet, et à leur ramener du client avec les points relais. Et on pense que ça c'est très très bien pour accélérer. Et il y a un lien entre Spartoo et l'ensemble de ce réseau, c'est-à-dire il y a un lien commercial. Si moi je tape bêtement Spartoo parce que la marque quand même elle a une certaine notoriété, ça retombe un peu sur ces indépendants. Alors oui, parce que quand un client vient sur Spartoo et cherche des produits qu'un détaillant vend, il va retrouver le produit sur le site. Et si vous regardez sur Spartoo, il y a un onglet qui s'appelle La Mode Autrement, et vous pouvez sélectionner la carte de la France et aller sur votre indépendant dans votre ville et voir s'il vend des produits et lui acheter. Il y a eu une rupture ou pas pour toi durant parce que la grande question c'est donc chez quoi hausse, allez on va dire 25-30% sans doute du commerce digital. Sans lendemain, ça va retomber ou au contraire il y a un virage qui a été pris? Je pense qu'il y a forcément un énorme effet d'aubaine, au sens où les magasins étant fermés, ayant cette anxiété d'aller dans les boutiques, de retourner dans les boutiques, qui fait qu'il y a énormément d'acquisition de nouveaux clients. Ce qu'il faut quand même savoir sur l'Internet, parce que tout l'Internet n'a pas bien marché. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu énormément d'annulations de commandes de la part des fournisseurs ou de décalage de livraison. Donc tout l'Internet n'a pas bien fonctionné. Il y a pu y avoir un effet déceptif parfois. Oui, parce que tout à fait. Un effet déceptif parce que on produit partout dans le monde, certains grands imports, certains circuits courts, mais beaucoup de pays ont été confinés. Donc quand vous avez des produits comme la chaussure où ça part de la vache et on arrive à une chaussure, il y a énormément d'étapes au milieu. Donc avec les confinements de tous ces pays-là, ça a créé énormément de retard et de nombreuses annulations. 25% d'annulations sur nos commandes, sur nos carnets de commandes divers. Donc ça, pour faire de la croissance à 10, 15, 20%, c'est très 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 compliqué. Donc non, on pense qu'il y a un vrai effet d'aubaine. Après, globalement, je pense que l'être humain aime partager des moments, aime se voir, échanger, avoir ces moments-là de relations humaines, parce que les sens travaillent. On a besoin de faire travailler nos sens. Donc je pense que si on tire le trait à l'infini,
Je pense que les gens reprendront du plaisir à reconsommer, reprendront du plaisir à... Mais en magasin, tu veux dire? En magasin. Mais oui, ça, j'ai pas de doute. Mais en magasin, y compris pour des chaussures, y compris pour de l'habillement, y compris pour... Après, je pense néanmoins dans le même temps qu'il est très important que les magasins et surtout les indépendants se digitalisent et viennent aussi apporter ce niveau de service pour les consommateurs qui sont de plus en plus exigeants en termes de prix, en termes d'offres, etc. Et là, ils ont enfin, on l'a raconté 10 fois sur Bismart, mais l'idée de même pas avoir les adresses mail de ses bons clients pour leur envoyer des petits mots pendant que les magasins sont fermés, ça c'est des trucs qui... Enfin voilà, c'est des leçons qui ont été apprises, je pense, par exemple. Je pense que là, ils ont pris conscience de l'importance que ça peut avoir de mieux appréhender sa donnée client, de plus les suivre et de créer une vraie relation. Bien sûr. Et pas uniquement un point de stockage. Et en fait, le digital, c'est de la richesse en plus dans la relation. Exactement. Ce qu'on n'avait pas forcément en tête. Non. On pensait que c'était la fin de la relation, en fait. Le digital, c'est tout le contraire. Les gros, comme Google, Facebook, ont très bien compris que la data autour du client est une mine d'or. Oui, mais ils ne parlent pas beaucoup, Google, tu vois. Alors que celui chez qui je vais acheter des chaussures si j'ai 4 gamins, c'est pas mal s'il me parle. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Bon... Eh ben, merci Boris pour tout ça. Merci Stéphane de nous inviter. Boris Saragalia, patron de Spartoo et donc fédérant un certain nombre d'indépendants, était notre premier invité sur Bismart. On continue les amis. Boris Saragalia, le fondateur de Spartoo. Maintenant, soyons encore plus modernes sur le commerce, les marketplaces. Vous allez voir ça dans un instant sur Sud Radio. On repart les amis, on repart donc avec ce phénomène des marketplaces. Alors phénomène miracle, mais ça on en avait déjà parlé avec le patron fondateur d'ailleurs. Au moment, c'était 300 millions d'euros, c'est ça alors? C'est ça, c'est ça. C'est ça, elle dit ça avec un petit air désolé. On n'a pas pu faire plus. Non, on est hyper fiers et hyper heureux. Ça va nous aider à nous développer très vite. Bon, mais de toute façon ça marque. Alors en fait, j'avais pas pris la mesure du truc et depuis que j'ai découvert Miracle, les marketplaces, etc., je me rends compte du nombre d'entrepreneurs qui passent ici et qui en fait ne parlent que de ça. Ouais. C'est le décollage, c'est un phénomène, alors évidemment tiré par l'exemple Amazon, mais vous-même vous vivez ce décollage et ce phénomène-là? On vit ce décollage, alors faut évidemment pas être cynique sur l'année 2020, mais ça a quand même été l'année de l'explosion des marketplaces. C'est un phénomène, si tu veux, qui existe beaucoup dans le B2C depuis longtemps. En fait, quand tu regardes le top 20 du e-commerce français, il y a déjà 13 acteurs qui sont des marketplaces. Donc la majorité des grands e-commerçants sont des marketplaces. Il n'y a pas que Amazon, il faut arrêter de parler que de Amazon. Beaucoup de clients Miracle, évidemment, qui ont développé leur propre marketplace. Parce que vous avez alors je ne sais pas si c'est du marketing ou si c'est de la conviction, ça doit être un peu des deux d'ailleurs, l'idée de donner justement des armes anti-Amazon. C'est exactement l'idée. Oui, parce que finalement, tout le monde a regardé Amazon pendant des années en se demandant comment ils arrivaient à croître, mais finalement, c'est assez simple. C'est un modèle économique qu'on appelle la place de marché, et ils appliquent les mêmes recettes. Donc, c'est très solide en B2C. D'ailleurs, on le voit, les chiffres du e-commerce B2C l'année dernière, le e-commerce a explosé parce qu'on ne pouvait plus acheter dans les magasins, ça c'est sûr. Ce qu'on sait moins peut-être, c'est que la croissance des marketplaces était 2 fois supérieure, presque 2 fois supérieure au e-commerce. Donc voilà, c'est un modèle... Décris ça parce que, alors c'est bête comme chou quand on le décrit, mais simplement il faut y penser. C'est un cercle vertueux finalement qui se met en place, c'est ça alors? C'est assez simple. En fait, le modèle traditionnel de distribution, il est assez long en fait. Il faut identifier des produits, se mettre en contact des fournisseurs, négocier des prix, des stocks. Donc il y a un cycle qu'on appelle chez nous pipeline, étape par étape, très long. En fait, quand on bascule dans un modèle marketplace, on va chercher de la valeur dans un écosystème. Et cet écosystème, en quelques jours, tu peux décider, on l'a vu, voilà, un exemple concret l'année dernière, un de nos clients qui est Conrad, qui est un client allemand, B2B spécialisé, ils ont été capables en quelques jours de se retrouver à référencer pour leurs clients professionnels du matériel de protection lié à la crise Covid parce qu'ils ont enrôlé des partenaires, des marchands sur leur marketplace. C'est beaucoup plus rapide. Tu n'es pas responsable du stock, tu n'es pas responsable de la logistique. Non, et puis alors, j'ai pas dit que tu étais directrice commerciale Europe de Miracle, mais je sens bien la directrice commerciale, c'est-à-dire votre angle d'attaque aujourd'hui, c'est le B2B. Enfin, l'un des importants angles d'attaque, c'est le B2B. Donc, tu vas me donner des exemples B2B, mais restons sur le B2C. Tu dis, Uber et Airbnb, en fait, c'est des marketplaces. Mais oui, bien sûr, tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est des gens qui ont créé de la valeur
sur des assets qu'ils ne possèdent pas. C'est quand même une révolution importante. Le plus grand équipementier d'automobile, qui est un de nos clients aujourd'hui, ne possède pas la majorité des pièces détachées qu'il vend. C'est qui, c'est Aramis ? Non, c'est Agnel. Agnel, une belle entreprise française, une belle PME française qui s'est développée grâce à sa marketplace. Ils ont 13 millions de références de pièces détachées disponibles sur leur place de marché. Alors dis-moi, on rentre dans le truc. Alors on rentre dans le truc. Il se trouve, entrepreneur assez formidable. Il s'appelle Alexis Frère-Jean, cofondateur de Vroomly. J'ai vu ça. Ouais. Vroomly qui digitalise les garages. C'est très intéressant. Allez voir l'interview. Le truc est vraiment très très intéressant. Et donc ils font une marketplace pareil de pièces détachées automobiles. Et donc je lui parle de Miracle. Il me dit mais pourquoi j'aurais besoin de... Je le fais moi-même. Pourquoi est-ce qu'on a besoin... Alors, pourquoi, une fois qu'on a défini ce phénomène, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un expert des marketplaces ? Visiblement, c'est pas très compliqué à faire. Boris Saragalias, partout, qui était avant toi, il l'a fait aussi lui-même. Ouais, il l'a fait lui-même. D'abord, je pense que les premières marketplaces... Amazon a créé sa propre marketplace, mais ça suppose quand même d'avoir d'abord des assets technologiques très, très, très développés. Il faut être une entreprise hyper tech. Et ça, tout le monde n'a pas les compétences ou la volonté de miser sur ce pan de l'activité. La technologie, on peut aussi s'appuyer sur des experts. Ouais, donc en fait, ce que Spartoo a lancé et a mis à des années à construire, ce qu'Amazon a mis 6 ans à construire, nous, nos clients, en 4 mois, ils lancent leur marketplace. Donc déjà, il y a une problématique de timing. Mais en fait, surtout, je te dirais que bizarrement, le gros de notre activité n'est pas tellement de parler techno avec nos clients. Et le facteur clé de succès aujourd'hui, il est plus que dans la technologie. Ça, c'est une condition de succès, parce qu'une mauvaise technologie, vous n'allez pas bien loin. Mais le vrai enjeu, il est ailleurs. Il est d'abord dans l'expertise. C'est quand même un gros changement d'opérer une place de marché. De dire à un catégorie manager, à des équipes commerciales, non, vous n'allez plus acheter de produits, vous n'allez plus négocier les prix. On vend aussi des marketplaces à des directions achats aujourd'hui. Dire à une direction achat, vous n'allez plus négocier les prix avec les fournisseurs, c'est quand même une petite révolution. Donc, il y a une nouvelle manière de travailler. Et ça, c'est ce qu'on apporte à nos clients, c'est ce savoir-faire, en fait. Mais, enfin, la plupart de... Alors, par exemple, vous avez fait la marketplace... Alors, on peut citer vos clients connus. Je crois que la première, c'était la Fnac, en fait. Alors, la Fnac est notre client aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas notre client, c'est plutôt l'historique. Philippe Corot, qui est le cofondateur de Miracle. Ah oui, voilà, c'est ça l'histoire. Était à la Fnac. Était à la Fnac, voilà. Et puis, pendant longtemps, la marketplace de la Fnac, c'était celle de la Fnac. Fnac, Darty, Galeries Lafayette, c'est ça, alors je ne me trompe pas. Mais il y a toujours quand même le commerce classique, bien sûr, y compris sur le net, et il y a la marketplace à côté. Ouais. C'est ça le modèle. Le modèle et les modèles qui vont se développer le plus dans les années à venir sont des modèles hybrides et hybrides à plusieurs titres. Il ne s'agit pas de remplacer son activité par de la marketplace. C'est pas du tout le sujet. Il s'agit en fait... Parce que le risque là, c'est de perdre de l'identité quand même. Il faut être hyper agile. Et pour être agile, tu ne peux pas t'appuyer simplement sur un modèle qui est très lourd en assets, qui est de posséder 100% de ton stock. On le vit dans notre vie privée, en fait. On a arrêté d'acheter forcément des CD et des DVD. Non, mais c'est exactement la même chose. Nous sommes tous des marketplaces. Nous sommes des marketplaces. Tu sais, on mange des marketplaces au petit déjeuner chez Miracle. Ah oui. Nous sommes tous des marketplaces. C'est le même mouvement, en fait. On va trouver de la valeur dans l'usage et l'entreprise n'a plus forcément intérêt à posséder cet asset. Donc on va avoir une partie de son activité traditionnelle qu'on va fabriquer, distribuer. Et puis on va compléter ça avec des partenaires, marketplace, mais aussi d'autres modèles. Des modèles, je vais dire des gros mots, je suis désolée. Des modèles de dropship. Le dropship, c'est de la livraison directe depuis le fournisseur au client. Ça existe depuis 50 ans aux États-Unis. Sauf qu'au départ, c'était des modèles qui étaient là surtout pour optimiser la logistique. En fait, aujourd'hui, on voit que c'est des modèles hyper puissants pour avoir plusieurs cordes à son arc. Typiquement, voilà, quand il y a une crise Covid qui arrive et qu'il faut être capable d'avoir des nouvelles stratégies de sourcing beaucoup plus proches, parce qu'habituellement, on travaille avec des fournisseurs en Pologne ou en Asie, et que tout d'un coup, on peut plus être capable d'acheminer ses produits jusqu'à ses clients. On va travailler grâce à du dropshipping ou de la marketplace avec d'autres écosystèmes de fournisseurs plus locaux. Oui, mais on prendra juste une commission alors à ce moment-là. Alors une commission sur les ventes, oui, c'est un modèle qui est quand même très rentable parce qu'à nouveau, on ne prend pas le risque du stock. Je comprends. Alors après, c'est là où ça donne un peu le vertige parce que il y a des choses qui sont très très intéressantes. D'abord, est-ce qu'il y a des biais
dans les marketplaces. C'est-à-dire, il se trouve que assez régulièrement, un jeune entrepreneur vient nous voir. Son job, sa boîte, c'est aider justement des clients, on va encore reparler d'Amazon, pardon, mais aider les clients à exister en fait sur la marketplace d'Amazon. Ouais. Voilà, mais parce que c'est massif, etc. Et, tout. Et on se rend compte de l'infinie complexité de paramètres qu'il faut gérer pour être à peu près là où on veut être sur la marketplace d'Amazon. C'est vrai. Alors voilà, comment on gère ça? Comment est-ce que je veux dire, celui qui possède la marketplace est capable de faire des choix à un moment? Et pardon d'utiliser le terme biaisé, mais tu vois ce que je veux dire, d'orienter sa marketplace. C'est assez simple, la manière dont c'est fait, et le seul biais, c'est le consommateur. Alors, tu peux considérer que c'est un biais ou pas. À travers les algorithmes, donc. Voilà, en fait, tout simplement, ce qu'un opérateur de place de marché va faire, c'est qu'il va définir des règles pour que certains produits ou certains fournisseurs soient poussés, tu vois, au début des résultats ou sur une page d'accueil du site web, par exemple, ou dans une newsletter. Mais les critères, ils sont hyper pragmatiques. C'est qui propose le meilleur prix, ou alors si c'est pas le meilleur prix sur un produit pénurique. Je sais pas, par exemple, les masques l'année dernière. Oui, bien sûr. Qui a le plus de stocks disponibles ? Qui a la meilleure capacité d'expédition? Qui a la meilleure qualité de service? Donc le seul biais, c'est les attentes du consommateur. Un consommateur, il veut être capable d'acheter des produits à un bon prix, avec une bonne qualité de service et les meilleurs délais de livraison. Et ensuite, comment est-ce que tu agrèges l'ensemble de ceux qui seront sur cette marketplace? Ça aussi, c'est un métier nouveau d'une certaine manière. Ouais. Et alors ça répond à ta question de tout à l'heure. Pourquoi Mirakl? Bien sûr, on est une entreprise technologique. On est devenu en moins de 10 ans le leader mondial des plateformes back-office marketplace. Mais une grosse partie de notre activité et de nos équipes, c'est de l'accompagnement et c'est surtout ce qu'on appelle Connect chez Mirakl. Et Connect, c'est l'ingrédient secret en fait pour lancer sa marketplace avec succès. Il faut avoir un écosystème. C'est un modèle d'écosystème. C'est un modèle d'écosystème. Et donc, cet écosystème, nous, on apporte, si tu me permets l'image, on apporte un frigo à nos clients, mais un frigo plein. À l'intérieur du frigo qu'est Mirakl, il y a des partenaires technologiques et il y a surtout des fournisseurs, des marchands, des vendeurs, des prestataires de services qui sont prêts à vendre sur les marketplaces de nos clients. Mais ça veut dire que vous avez des experts de tous les domaines, finalement? Oui. Connect a été lancé il y a 1 an et demi. On a une croissance, par exemple, sur les 6 derniers mois. Non, mais attends, je précise ma question. C'est-à-dire, vous êtes capable de dire tel distributeur va lancer sa marketplace. Ce qui va être en affinité avec ta marque, c'est tel produit et on peut te proposer tel fournisseur. Oui, parce qu'on a 350 clients dans le monde, dans 40 pays. Donc on est devenu une forme d'observatoire des marketplaces quand même. Ouais, c'est ça. Et on est très heureux d'être dans cette position, ce qui fait que nos propres ressources, Connect, vont aller chercher des PME, des fabricants internationaux. Et donc effectivement, on va nous-mêmes recruter les partenaires que nos futurs clients vont vouloir avoir sur leur place de marché. Alors c'est là qu'on en vient à ce que tu disais, mais un tout petit peu trop vite. Ça transforme en profondeur le métier de vendeur et le métier d'acheteur. Mais alors, vraiment en profondeur. Oui, c'est une manière d'opérer qui est très très différente pour eux. Je te donne un exemple que je trouve le plus parlant. Prenons le métier des achats. Ouais. Le métier des achats, en principe, c'est une fonction support. C'est une fonction stratégique, mais c'est quand même une fonction support. Grâce à la marketplace, ils peuvent finalement devenir un centre de profit. C'est ce qu'on constate, par exemple, avec notre client Accor. Accor a décidé de lancer une marketplace interne. Pardon, je me gratte la tête parce que c'est là où ça devient complexe. Vas-y. Mais non, en fait, c'est assez simple. Le client, au lieu d'être un consommateur, si c'était du B2C, toi et moi, qui achetons sur Fnac, Darty, au lieu d'être un professionnel qui achète sur Agnel, sur Conrad, sur Metro Cash & Carry, là, le client, c'est un client interne. C'est le réseau d'hôtels Accor qui sont les clients internes de cette marketplace. Mais ça change en de la même façon, j'en sais rien. Oui, c'est ça, d'accord. Voilà. D'accord. Donc tu as compris le modèle, et ce qui fait que et ce qui permet aussi, parce que c'est un des sujets des achats aujourd'hui. Alors ça s'appelle en termes techniques le taux de couverture. Ça permet sans doute d'augmenter aussi le taux de couverture parce que le client interne. Alors pardon, là aussi c'est des termes techniques, mais on est dans l'entreprise. Celui qui a besoin de passer une commande, il passe pas forcément par les achats. Sauf qu'avec la marketplace, il a une offre
beaucoup plus large. Et donc là, sans doute, le taux de couverture. Et là, je te le donne en 1000. L'ennemi juré, à nouveau, c'est Amazon. Parce que qu'est-ce qui se passe quand un employé ou un responsable d'hôtel ne trouve pas les produits dont il a besoin pour s'approvisionner? En fait, il va contourner un peu le processus d'achat habituel. C'est ce qu'on appelle des achats dissidents, j'adore le terme. et il va aller acheter sur Amazon Business parce qu'en 3 clics... Donc, au lieu de se retrouver dans ces process, enfin dans ces cas de figure où tu perds complètement le contrôle sur la dépense, faites votre propre Amazon, créez votre propre marketplace à destination de vos clients internes. Et il faut que ça ressemble à Amazon, non? Ouais. Il faut que ça réponde aux critères les plus exigeants du commerce de 2021. Ouais, c'est ça. Et même de 2025 et de 2030. Oui, il faut que l'expérience de l'utilisateur soit une expérience web aussi simple que toi et moi le week-end quand on achète sur Internet. Ouais. Sinon, ça ne fonctionne pas parce que une marketplace, c'est réconcilier l'offre et la demande. Si l'offre est là, c'est super, mais si la demande a des difficultés à acheter, ça ne fonctionne pas. Tu vois, il y a 5-6 ans, on avait Bring Your Own Device, et maintenant c'est Bring Your Own Marketplace. Oui. Bring Your Own Amazon, mais Bring Your Own Marketplace. C'est exactement il faut que ça. ce soit le truc. Ouais. Et ça aussi, c'est le talent de Miracle que de savoir faire ça. On sait faire ça. Voilà. On a le droit de parler 2 minutes du B2B ? Ah, mais vraiment 2 minutes, parce qu'on est au bout. Bon, alors au bout... Mais on en a bien parlé du B2B. On a parlé du B2B. Tu m'as parlé d'accords, tu m'as parlé de tes pièces détachées automobiles. C'est vrai. Vive les vendeurs, quand même. Hein. Je suis désolée. Je me referai pas. Non, pourquoi je veux te parler du B2B ? Parce que c'est un peu moins intuitif, mais je trouve ça hyper intéressant à la lumière de l'année dernière, de ce qui s'est passé. Et en fait, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui n'ont plus vraiment beaucoup d'autre choix que de se bouger. Alors, il y a une étude de McKinsey intéressante l'année dernière qui a montré que moins de 10% des entreprises B2B ont commencé à se doter en outils digitaux vis-à-vis de leur écosystème. Ouais. Donc, c'est des entreprises qui viennent d'où ? C'est des gens qui distribuent du matériel automobile, on en a parlé. Eux, ils n'ont plus trop d'autres choix que commencer à vraiment se transformer. Ils ont la même urgence que les retailers il y a une dizaine d'années. Ceux qui distribuent du matériel médical, ceux qui distribuent du matériel pour les entreprises, du matériel pour les professionnels. Tu veux dire quoi alors ? Tu veux dire que en allant sur les marketplaces, ils augmentent leur potentiel de lead, de contact, de possibilités de toucher de nouveaux clients? Ils peuvent aller sur des marketplaces, ils doivent surtout réfléchir à créer leur propre marketplace, parce qu'ils auront les mêmes bénéfices que les autres. À ce moment-là, ils vont fédérer leurs concurrents? Non, ils vont fédérer un écosystème. Ils vont surtout fédérer, et je vais te dire, si on est à court de temps, je finis là-dessus, ils vont fédérer leurs propres distributeurs. Et ça, c'est un modèle qui est quand même très intéressant. On travaille de plus en plus avec des industriels. Mais attends, une seconde. Ouais. Si je vends du matériel médical, comme tu le dis, ouais, je crée une marketplace qui va vendre du matériel médical. Oui. Bon, je vais vendre le matériel médical aussi de mes concurrents, forcément. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ou d'autres segments que je n'opère pas. Toyota, qui est notre client aux États-Unis, ils ont compris un truc très simple, ou Airbus, par exemple, encore plus proche de nous, Airbus Hélicoptère. Ils fournissent des pièces détachées à tous ceux qui opèrent des flottes d'hélicoptères Airbus. C'est assez simple. Ils le font via une marketplace. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, ils ont trouvé un modèle qui permet d'animer leur écosystème de distributeurs au lieu de les contourner et de créer un site web qui devient un concurrent. Donc, ils permettent à leurs distributeurs de vendre, mais tu as raison, pourquoi se limiter aux pièces détachées Airbus ? À un moment donné, celui qui opère cette flotte, il a d'autres matériels et c'est simple à trouver sur la place de marché. Laure Le Gall, la directrice commerciale Europe de Miracle, nous expliquait cette révolution des marketplaces. Les amis, on se retrouve dans un... Laure Le Gall, la directrice commerciale Europe de Miracle, était notre invitée sur Sud Radio et nous, on se retrouve lundi. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.